Bonjour, bonne fin de décembre 2023. Pour finir cette année, je me suis questionné à savoir qu'est-ce qui serait le plus essentiel, qu'est-ce qui nous permettrait de pousser de l'avant la reconnaissance de qui on est. À travers le Québec, il y a de multiples organisations de métis, d'Autochtones sans statut, d'Autochtones hors réserve. Ça foisonne d'énergie puis de personnes qui travaillent fort afin de pousser le dossier pour eux-mêmes puis leur communauté. Mais si on regarde ce qui se passe depuis plus de 50 ans, on voit qu'on n'a pas plus de droits, on n'a pas plus de reconnaissance, on n'a pas plus la possibilité de parler ouvertement dans les médias, sur l'espace public, parce que dès que quelqu'un va là puis revendique une culture distincte qui n'est pas les Premières Nations ou les Inuits au Québec, ben il se fait blackbouler, il se fait tasser d'un coin, puis il se fait ridiculiser. Les gens s'attaquent à lui, puis étrangement, comme si cette personne-là n'avait pas le droit d'avoir une culture distincte. Tandis qu'au Québec, on revendique l'égalité et puis l'inclusion pour tout le monde. Ça veut dire toutes les cultures qui viennent se greffer à la nôtre, toutes les identités particulières des individus. Pour ça, la communauté sociale, médiatique est ouverte. Mais en ce qui nous concerne, non. Une fermeture complète qui est de l'ordre de la ségrégation. Il ne faut pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De quelle manière on pourrait développer une stratégie qui nous permette enfin de se retrouver sur la place publique, d'avoir un porte-voix, puis de pouvoir éduquer les gens, de commencer tranquillement, pas vite. Puis il y a des citoyens, il y a des membres de notre culture qui n'osent pas parler présentement, puis qui disent bah, ça vaut pas la peine, ça mène à rien. J'ai déjà eu ma carte de métis pendant tant d'années, j'ai payé, puis regarde, moi j'arrête de niaiser avec ça. Puis ils sont pas d'accord avec la manière dont les groupes métis, les groupes d'Autochtones en réserve sont dirigés. Il y a des guerres internes. Donc c'est malheureusement ça la constatation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire afin que ça change? Ben c'est assez simple. On n'a rien qu'à regarder ce que font présentement les infirmières. Est-ce que les infirmières, chacun dans leur hôpital, font la grève séparément? Est-ce que chaque infirmière ou chaque groupe d'infirmières et d'infirmiers envoie une lettre au gouvernement puis manifeste dans son coin? Non. Ils se sont regroupés. Ils font front commun. Front commun, ça veut dire que même si tu es un ergothérapeute ou une infirmière ou bien un travailleur social, peu importe, tu as des revendications qui sont communes. Bien entendu, qu'en tant que physiothérapeute ou qu'en tant qu'infirmière, tu as des revendications particulières qui s'appliquent à ce qui se passe pour toi dans ton contexte. Mais les gens ont décidé de se regrouper afin de pousser de l'avant des points qui sont communs à tout le monde, qui sont essentiels. Ensuite, avec leurs syndicats, avec leurs travailleurs, ils vont aller au fil du temps chercher des avantages ou bien des ententes particulières. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Malgré le fait que je tente depuis de nombreuses années de rallier des personnes, du moins intellectuellement, à d'abord développer une cause commune. Ça se produit pas. C'est pas que je veux prendre la place, c'est pas que je veux être le leader de cette chose-là, mais je me rends compte que il n'y a pas ce genre de discours-là sur la place publique depuis 50, 60 ans. C'est séparé. Puis c'est clair, si on comprend un minimum de politique, comment ça fonctionne au niveau des institutions qui représentent les gens,
La meilleure manière de contrôler des personnes, c'est de diviser pour contrôler. De diviser les gens, les amener à se battre entre eux-mêmes, d'avoir des petits groupes, de dépenser leur énergie, puis de s'épuiser, tandis que rien ne change. Imaginez-vous que 5 personnes déterminées, comme je le suis, comme il y en a d'autres, on décide de collaborer ensemble, puis de se dire, on va mettre nos énergies afin d'obtenir une première reconnaissance. Parce que comme j'en ai parlé, il y a 2 étapes. La première, c'est est-ce que j'ai une culture qui est distincte, historiquement, puis au niveau contemporain? Puis est-ce que cette culture-là mérite ou exige un statut particulier? Donc, les gens sont pas clairs sur ça. Ils mélangent les choses. Mais d'abord, quelle est cette culture commune, distincte, historique? Peu importe de quel point de vue tu pars, on est absolument, historiquement, des Canadiens français, puis des Canadiennes françaises. Ensuite, il y a eu des échanges culturels, il y a eu des brassages génétiques, il y a eu des adoptions, il y a eu de l'acculturation avec les Premières Nations, qui fait qu'une partie de la population, en plus d'être des Canadiens puis des Canadiennes françaises, ont développé une ascendance autochtone. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas là en premier? C'est logique. Quelqu'un qui dit qu'il est métis dans la Gaspésie, au Saguenay, dans le coin de Montréal, ou en haut de Montréal, ou dans le coin de Theatre-Mine, ou partout, ces gens-là ont beau revendiquer un statut puis se nommer différemment. Il n'y a aucun problème avec ça. Les Premières Nations le font. À l'intérieur d'une Première Nation, ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas toutes les mêmes revendications, ceux qui vivent, par exemple, à Gaspé, Gascapé-Guiag, ou ceux qui vivent à l'Estigouche. C'est des Mi'kmaq. Mais ils n'ont pas besoin des mêmes choses. Ils ne revendiquent pas la même chose. Par contre, ils ont des combats communs. C'est sur ça qu'ils vont de l'avant. Sinon, ça mène où? Puis ça mènerait même à une confrontation entre, par exemple, les Mi'kmaq. Ça serait tellement contre-productif que le gouvernement serait tellement content que ça arrive. Mais il est tellement content que ça se produise pour nous autres. Le vœu que je fais cette année, c'est qu'il y ait vraiment une collaboration d'un petit groupe de personnes. Puis moi, je suis totalement disponible, ouvert. Puis je suis dans un esprit de compromis, d'acceptation de l'autre. Donc, une petite organisation qui est supra-communauté. Ça veut dire qu'il est au-delà des communautés. Un peu comme l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le chef Ghislain Picard, c'est le porte-parole des Premières Nations qui se regroupent à cet effort-là. Donc, le but, c'est pas de parler de la demande très particulière, par exemple, d'un Innu de tel endroit qui, lui, les chemins ne se rendent pas là, puis il faut que ça soit ça le combat de tout le monde. Malheureusement, non. Quel point commun on peut rallier afin de travailler ensemble? Ensuite, comme c'est le cas, par exemple, pour les Inuits, qui n'ont pas de route, qui vont desservir leur territoire, bien, une fois que la première bataille est gagnée, une fois que le gouvernement nous écoute, bien là, il va négocier des caractéristiques particulières pour telle communauté d'Inuits qui, éventuellement, s'ils n'ont pas de route, ils vont peut-être avoir des transports aériens plus faciles ou moins chers, ou peu importe. Mais avant toute chose, il faut que ces gens-là acceptent de travailler avec les autres puis qu'ils mettent de côté leurs particularités pour avoir une fondation culturelle. Cette fondation culturelle-là, une fois qu'elle est gagnée, une fois que cette étape-là est faite, c'est bien plus facile d'aller revendiquer, par exemple, ton statut de métis dans ton coin. Personnellement, je ne fais pas de revendication de statut.
je ne considère pas, personnellement, que je suis un métis. Je ne considère pas que je suis un autochtone. Mais je respecte tout à fait les gens qui revendiquent le statut de métis et d'autochtone. Moi, ce que je revendique, c'est pouvoir être fier de ma culture d'ascendance autochtone au Québec afin de permettre qu'il y ait une diffusion de cette culture-là puis un partage. Il y a des gens qui se revendiquent d'un statut puis qu'ils vont pas à la pêche, ils vont pas à la chasse, ils vont pas dans le bois, ils font pas de randonnée, ils font pas de cérémonie sacrée, ils n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité d'avoir des aînés qui leur ont permis ça. Mais moi, de mon côté, dans ma culture, je fais pas la discrimination en disant « Toi, tu es un métis, mais tu fais pas de cérémonie sacrée. Tu sais pas c'est quoi un sweat lodge, puis tu n'as jamais participé à un sweat lodge. » Non, c'est ma particularité à moi. Donc, ça n'exige pas que la personne qui est métisse vive cette particularité-là. Pour elle, c'est peut-être le travail avec les mousquets, c'est peut-être le travail de mémoire du coureur des bois, c'est peut-être d'aller à la chasse puis d'avoir son camp familial depuis des générations ou de commencer maintenant parce qu'il y a des gens qui l'ont évité. Puis dans ça, il n'y a aucune cérémonie autochtone. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie d'une culture qui est distincte, qui s'appelle la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Donc, moi, je fais la promotion de ma culture. Puis quand vous me voyez dans les vidéos que je parle de sweat lodge, que je fais des chants qui sont ancestraux, puis que j'ai un discours, ben ça banalise pas ceux qui n'ont pas cette culture-là. Mais l'inverse doit être vrai aussi. Donc, à la base de ça, avant les cérémonies autochtones, avant les cérémonies de chasse ou les activités dans la forêt, avant n'importe quoi, on a quand même une culture historique. Cette culture-là exige qu'on soit suffisamment généreux d'esprit, ouvert, puis qu'on décide qu'une fois pour toutes, après plus d'un demi-siècle, on veut des avancées. Puis des avancées qui ne passeront pas par les tribunaux, comme les communautés tentent de le faire depuis un demi-siècle, mais qui vont passer par la place publique. Au moins pour aller ensemble, puis parler d'un front commun qu'on veut que notre culture historique, distincte, soit acceptée. Que cette acceptation-là, on doit probablement l'imposer par notre présence. Puis lorsque les journalistes nous questionnent, ben on a avantage à parler front commun de la même chose. Puis si ta particularité à toi, c'est de vouloir revendiquer le statut de métis ou de dire que tu es un métis, ou toi de dire que tu es un autochtone, ben c'est correct. Mais quand on fait front commun, on décide ensemble c'est quoi le discours, le noyau, de quelle manière on va aborder la première marche. Est-ce que c'est une stratégie de dire que moi je brandis que je suis un métis dès que quelqu'un te donne le micro? Bien, dans le contexte actuel, tout de suite, les dénigreurs vont te tasser de côté puis ils vont te l'enlever le micro. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas le micro. Parce qu'il y a des gens qui vont dans ce sens-là, puis je dis pas que tu n'as pas le droit de le faire. Non. Tu es qui tu es. Donc, il n'y a pas de bonne manière d'exprimer ta culture. Par contre, il y a une meilleure manière d'être stratégique afin de permettre qu'un jour, tu puisses te lever, puis là, dans une revendication particulière qui est propre à ta culture, de dire, moi, maintenant que notre culture est acceptée, moi, je veux le statut de métis. Bon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on veut se rendre là, il faut faire une première marche. Il faut être capable d'être humble dans nos demandes. Il faut se calmer le pompon, décider de collaborer ensemble, puis de faire le premier pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le premier pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, comme le Parti québécois à l'époque, de se rallier autour d'un petit groupe de noyaux, puis de permettre à ce noyau-là de se développer? Puis une fois que ça c'est fait, ben de faire tes propres revendications. Donc, qu'est-ce que je nous souhaite en 2024? C'est que ça soit possible.
Parce que le jour où ça va être possible, on va faire un pas de géant. Puis les dénigreurs, puis les gens qui nous blaguent bullshit, puis qui nous méprisent, puis qui font de la ségrégation, seront plus capables de le faire. Ça va être terminé. On va être rendu dans une période d'inclusion, puis de la même manière que les minorités sexuelles ou culturelles ont droit de micro, puis ils sont même invités, puis ils ont même des places particulières dans les subventions ou dans des galas ou peu importe, puis qu'on fait la promotion de ça en disant ces gens-là ont été discriminés, ça vaut la peine qu'on fasse quelque chose pour les supporter, bien qu'on ait droit nous aussi à ce support-là, puis à cette possibilité de transférer, d'échanger nos connaissances puis notre culture, mais surtout de s'assurer qu'elle va se développer puis que les plus jeunes, parce que souvent, les associations de métis puis d'Autochtones, quand je vais dans des réunions, pas mal des têtes blanches ou du monde comme moi qui ont plus grands cheveux, ben ça serait le fun que ce soit des plus jeunes qui soient au bâton. Si on veut que ça soit possible, il faut que ça soit attirant de venir nous rejoindre. Donc, tant qu'on n'aura pas de jeunesse qui vient travailler avec nous autres, ben c'est fort probable que le combat s'éteigne au fil de la décennie, puis des décennies qui s'en viennent, puis qu'à un moment donné, ben ça soit une ligne dans un livre d'histoire. Il y a eu au Québec des faux métis, il y a eu des illuminés, mais bon, ça s'est éteint parce que le monde a compris que ça n'existait pas. Calisse. Moi, je suis pas capable d'accepter ça. Je suis persuadé que vous autres non plus. Donc, on fait front commun. Bonne fin d'année. Puis, que 2024 soit le lieu, l'espace de notre renaissance. Salut. Bye.